ben en sirop calmant. Oh, oh. Hein? Hein? Les ploufs. C'est un nom que reconnaîtrait sans doute votre grand-mère ou votre grand-père. Dans les années 50, chaque semaine, à la même heure, pendant 6 ans, chaque foyer est rivé devant son petit écran. À la maison, on suit les aventures des ploufs, cette famille ouvrière toute simple de l'entre-deux-guerres. Ce sont ces mêmes ploufs qui, en 1981, sont portés au grand écran dans ce qui devient la production la plus coûteuse de toute l'histoire du cinéma québécois. Si l'auteur de ses succès, Roger Lemelin, connaît une ascension fulgurante, ses débuts sont cependant modestes. Il commence parmi les classes les plus pauvres du quartier Saint-Sauveur, au pied de la pente douce. Roger Lemelin naît en 1919 en Basse-Ville de Québec, au sein d'une famille nombreuse. Son enfance est marquée par la maladie d'un de ses frères, ce qui l'incite à vouloir venger ses parents de leur malheur. Il souhaite devenir champion de ski. Alors qu'il n'a que 17 ans, Lemelin effectue cependant une mauvaise chute tandis qu'il tente de descendre le dangereux cap qui surplombe Québec. Ceci met fin à ses rêves de gloire sportive. En effet, faute d'argent et par peur de devoir forcer ses parents à hypothéquer leur maison, Lemelin refuse de faire opérer sa jambe blessée. Il reste ainsi pendant 7 ans en fauteuil roulant. Cet accident lui évite toutefois la guerre et le travail ouvrier. Un jour, alors qu'il descend les escaliers rue de l'Alverne en béquille, Lemelin a soudain la vision de son premier roman. Et si dans ce petit quartier Saint-Sauveur se dissimulaient des passions dignes des plus grandes épopées grecques? Le roman tiré de cette idée, Au pied de la pente douce, est un véritable tournant dans l'histoire littéraire du Québec. Il s'agit du premier roman à sortir la littérature québécoise de la campagne pour la transposer en ville. Quant au style, il s'exerce en dehors de toute contrainte littéraire, en toute liberté, en toute jeunesse. Le roman se vend à 40 000 exemplaires et ce, même s'il est rapidement mis à l'index. Lemelin est en effet le premier à remettre en question, dans une logique humoristique, l'esprit de paroisse qui domine les Québécois. Ça, il le fait 4 ans avant même Refus global, ce cri du cœur des artistes qui allait inspirer la Révolution tranquille. Devant le succès de son livre, Lemelin comprend qu'il ne faut pas sauter vers le bas, mais tenter de s'élever vers le haut. La parution des Ploufs en 1948 vient confirmer son talent d'écrivain. Le roman est rapidement transposé sous forme de radio-roman, puis de téléroman. L'émission est si populaire que la consommation d'eau baisse au moment de sa diffusion et qu'il faut déplacer l'heure de certaines messes. Lemelin relate même dans son autobiographie avoir reçu un jour un appel du chef de la mafia désirant connaître la suite des aventures de la famille Plouffe afin d'impressionner sa mère. Faut dire que Lemelin est chargé lui-même de l'écriture de l'émission, diffusée chaque semaine pendant 30 minutes, en anglais et en français. En l'espace de 6 ans, seul, la nuit, il rédige l'équivalent de 100 pièces de théâtre en 3 actes. L'achat d'une maison située avenue des Braves vient finir d'asseoir sa réputation. Du petit Roger de Saint-Sauveur, on passe donc à Monsieur Lemelin de la Haute-Ville. C'est la maison qui est la plus haute. Par tempérament, j'aime mieux un concert ou une pièce de théâtre. Tout ce qui touche à la culture française surtout. L'escalier de vie de Plouffe, pour Lemelin, c'est un symbole. Celui de l'ascension sociale. Chaque palier veut dire quelque chose. Il y a ceux qui grimpent et qui retombent au fond du gouffre, et puis il y a ceux qui montent jusqu'aux étoiles, jusqu'à se briser les ailes. C'est le cas de Lemelin qui ressort épuisé de son boulot en tant que scénariste. Il estime avoir donné à ce travail sa jeunesse, sa musique intérieure, sa vie intellectuelle, bref, avoir vendu son âme. Il n'est plus capable de penser qu'en termes de plan, d'angle de caméra, de dialogue. Son projet de gros roman n'aboutit pas et son écriture pour la télévision ne le satisfait plus. C'est l'impuissance littéraire. Pour changer d'air, Roger Lemelin se lance dans la production de cretons, cette nourriture aussi essentielle à notre culture que ne l'est la langue française elle-même.
pour citer l'auteur. Sa réussite dans le monde des affaires lui attire des inimitiés. On l'accuse de ne plus être un véritable écrivain. Pour couronner le tout, les enregistrements de la famille Plouffe sont détruits durant les années 60. Pour bien vous mettre en contexte, la famille Plouffe faisait partie de ces émissions qui étaient diffusées en direct. Afin de rendre ces images le plus accessibles à tous, on les projetait sur un écran qui était ensuite filmé. C'est à partir de cet enregistrement qu'on arrivait ensuite à diffuser l'émission à l'ensemble de la population du Québec. Ça s'appelle un cinégramme. Dans les années 60, la notion d'archivage étant toutefois différente de ce qu'elle est aujourd'hui, on a fini par réenregistrer par-dessus ces cinégrammes. Un peu comme dans les années 90, quand on enregistrait par-dessus de vieilles vidéocassettes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 8 enregistrements des Plouffe. Quoi qu'il en soit, Lemelin voit assez mal cette mise au rencard. Il se sert de cet événement pour se convaincre qu'il n'a plus rien à écrire et pour se complaire dans une petite existence insignifiante de bourgeois désabusés. Il faut attendre le début des années 70 avant de le voir écrire à nouveau. Il s'oppose alors à l'ajout d'un graffiti à la murale réalisé par Jordi Bonnet pour orner le Grand Théâtre. Dans la tourmente médiatique qui suit cette prise de parole, il est remarqué par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau qui l'invite à l'accompagner en URSS. À son retour, grâce à ce contact, il est nommé président et éditeur du journal La Presse, poste qu'il occupe pendant 10 ans. Suivant cela, Lemelin se voit proposer d'adapter les Plouffe pour le cinéma. L'auteur saute sur l'occasion de faire revivre son livre, cette fois libéré de la censure de l'époque. Le tout est adapté par Gilles Carle pour un budget de 5,7 millions de dollars et comporte des milliers de figurants. De la véritable démesure. La production pave la voie à toutes les super productions québécoises d'ensuite. C'est en voyant ces personnages à l'écran que Lemelin connaît enfin l'inspiration pour écrire son dernier grand roman, Le crime de Vide Plouffe. Peut-être par esprit des affaires, peut-être en souvenir de ses racines populaires, il choisit de le distribuer à un seul endroit. Les supermarchés Provigo. Écrivain proche du peuple durant la première partie de sa vie, entrepreneur, donneur de leçons durant la seconde, le fait est qu'on ne peut ranger Roger Lemelin dans une case. Sa personnalité est aussi complexe que celle de ses personnages. Il donne à la littérature québécoise des héros qui, pour changer, ne se résument pas à une fonction mais pensent et vivent. Des personnages qui permettent de porter en soi, d'intérioriser et d'aimer un quartier peut-être 100 000 fois vu sans réellement le considérer. Par-dessus tout, ce que lègue Roger Lemelin à la ville de Québec, à sa population, c'est peut-être ce sentiment que la petite portion de ville, lorsqu'on y est attaché, peut très bien se faire plus grande qu'elle ne l'est, et pourquoi pas, pays entier.